Donc, merci à tous d'être là. On va commencer la conférence. Donc, je vais vous présenter un petit peu Jean-Pierre Lepris. Jean-Pierre Lepris donc, a 50 ans d'expérience dans l'éducation nationale comme enseignant, formateur, directeur, expert consultant pour l'UNESCO et pour divers gouvernements. Il est docteur en éducation et en sociologie et il est actuellement animateur du CREA Apprendre la vie, cercle de réflexion pour une éducation authentique. Nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole pour une conférence sur la peur en éducation. Merci. Et je suis aussi accessoirement membre de l'ICEM Freinet. Et une des premières choses que je voudrais dire, c'est vraiment remercier le groupe d'école moderne de l'Ain et de Saône-et-Loire de m'avoir invité. C'est très courageux de leur part. Voilà, donc quelques mots de qui parle et d'où je parle. Voilà. En 1957, je suis entré à l'école normale d'instituteurs d'Aix-en-Provence et il en reste encore un petit peu quelque chose. Pas de l'école normale, mais d'Aix-en-Provence. Parce que l'école normale, j'ai tout oublié. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, et donc en 2007, ça faisait exactement 50 ans que je traînais dans l'éducation nationale. Donc je peux dire que je connais très bien la maison. Avec une particularité, c'est que sur ces 50 années, j'ai passé quand même 30 ans hors de France. Et pendant ces 30 années hors de France, j'étais en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe du Nord et en Océanie aussi. Donc j'ai fait les 5 continents et donc j'ai vu beaucoup d'éducation et je les ai vus à des postes, on va dire, différents, puisque j'étais donc instituteur tout simplement. Et puis j'ai eu d'autres fonctions qui m'ont amené jusqu'à conseiller des ministres, enfin voilà. Donc j'ai vraiment un panorama très large. Et c'est seulement en 2007, donc ça fait tout juste 5 ans, que j'ai soudain pris conscience et vu ce que j'ai pas vu pendant 50 ans. Voilà. Et depuis, j'essaie de partager ce que j'ai vu, mais que je ne voyais pas. Et donc, en fait, je le présente et je le mets sur la table. Je ne cherche à convaincre personne et j'accepte d'avance que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Je suis moi-même en désaccord avec mes idées d'il y a 5 ans. Donc on peut parfaitement être en désaccord. Voilà, ça c'était l'entrée un peu liminaire. Alors, pourquoi j'ai choisi la peur? Parce que lorsqu'on parle de sécurité, bien évidemment, le problème c'est pas la sécurité, mais si on a besoin de sécurité, c'est parce qu'il y a la peur en dessous. Hein. Voilà, donc sur le sujet de la peur, j'ai 5 idées simplement à vous proposer. La première, c'est que la peur est constitutive de l'être humain individuel et des organisations sociales. La deuxième idée, c'est que, je commence à avoir un trou là, la deuxième idée, la peur est un mécanisme très simple. La troisième idée, c'est que, en fait, bien que constitutive et qu'on la trouve partout, la peur est apprise et que je peux parfaitement vivre sans peur et même à la limite vivre mieux, on y reviendra. La quatrième idée, c'est que l'éducation recourt à la peur, l'éducation nationale aussi, enfin à tous les niveaux, parce qu'on va voir que la peur c'est quelque chose qui justement se transmet. Et la cinquième idée, c'est que l'éducation est peur. Il n'y a pas d'éducation sans peur parce que c'est constitutif de l'éducation elle-même, quelle qu'elle soit. Voilà donc les 5 idées que je vais légèrement développer devant vous, avec encore une fois l'objectif simplement de les présenter. Et après, chacun prend ce qu'il prend. Hein. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà. J'ai prévu un petit film de 2 minutes, mais qui est extrêmement dense. Et donc peut-être qu'on le reverra après, un petit peu après avoir échangé là-dessus.
qui reprend certaines de ces idées-là. Si vous voulez le revoir, le lien est indiqué là dans ce document. Alors, je vais reprendre les 5 éléments que je vous ai donnés, sans approfondir. La méthode, c'est que je vais expliciter un petit peu plus les 5 idées, et ensuite, je demanderai des réactions ou des questions pour savoir dans quel sens je dois continuer. Donc, la première idée, la peur est constitutive de l'individu et des sociétés, que ce soit le stress, que ce soit la haine, que ce soit la colère, la plupart des sentiments, on va dire, négatifs, entre guillemets, sont tout simplement, quand je gratte un petit peu, dus à la peur. Bon, c'est pas forcément évident tout de suite, mais lorsque je commence à gratter, je vais trouver au fond une peur. Bien entendu, les conflits, les guerres, c'est la peur. Je ne vois pas, enfin, je crois que le film l'explicitait, c'est la peur du manque, c'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur d'être abandonné. Il y a une infinité de peurs, mais en fait, il n'y a qu'une seule peur générique. C'est rapide tout ça. Voilà. On pourra développer si vous le souhaitez. La deuxième idée, donc, c'est que le mécanisme de la peur est quelque chose de très simple. J'ai peur chaque fois que devant un danger ou une menace, je ne me sens pas la ressource nécessaire pour affronter ce danger ou cette menace. C'est tout simple. Que la menace soit réelle ou qu'elle soit imaginaire, que je n'ai effectivement pas la ressource ou que j'imagine que je n'ai pas la ressource, il suffit simplement que ces 2 conditions soient remplies pour que j'ai peur. C'est élémentaire. C'est utile parce que dans un premier temps, je peux essayer soit de réduire la menace, soit d'augmenter ma compétence ou ma confiance en moi. C'est-à-dire me mettre en situation d'affronter cette menace ou ce danger, ce que je vois comme un danger. Je peux aussi, bien sûr, diminuer ma perception d'un danger en disant c'est peut-être finalement pas si dangereux que ce que je crois. J'ai oublié de préciser ce que j'entends par peur, bien évidemment. C'est la peur psychologique, hein, parce que c'est la seule peur en fait qui mène le monde et qui me mène moi, et qui en fait n'est pas indispensable. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Ce que j'appelle peur, c'est-à-dire si je vois un camion qui déboule là, ou si le plafond s'effondre d'un coup, ou si je vois un serpent, j'ai une réaction qui fait que je vais faire des choses que je n'aurais pas fait en d'autres circonstances, et c'est une réaction sur laquelle je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que en fait c'est une réaction instinctive de survie, parce que fort heureusement nous avons heureusement l'instinct de survie, et qui nous fait prendre la bonne disposition avant même d'avoir réfléchi. La peur ne vient qu'après, lorsque je commence à élaborer, à réfléchir, et je me dis, tiens, là, je l'ai échappé belle, mon Dieu, voilà, j'aurais pu perdre un bras, je peux perdre la vie, j'aurais pu perdre, etc. Donc, en fait, la peur, c'est une construction entièrement psychologique, et c'est de celle-là que je parle. L'autre, je ne l'appelle pas peur, hein, c'est simplement une réaction instinctive de survie. Alors, ça, c'était la deuxième idée. Donc, le mécanisme est très simple, et il peut être utile. La troisième idée, c'est que, en fait, j'ai découvert il y a peu, hein, donc c'était presque un scoop pour moi, c'est que ça me sert, j'ai vraiment pas besoin d'avoir peur. Je veux dire que la peur, chaque fois que j'ai eu peur, ça m'a causé plus d'ennuis et de problèmes que lorsque je n'ai pas peur. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, ou quel que soit le danger que j'affronte, je suis dans de meilleures conditions pour y faire face ou pour le traiter lorsque je suis sans peur que lorsque je suis dans la peur.
Voilà, donc d'abord, c'est pas une nécessité. Et ensuite, donc on peut parfaitement vivre sans peur, mais ça, on ne me l'a jamais dit, je viens juste de le découvrir il y a peu. Bien que ce soit et c'est quelque chose qui est transmis et qui est appris. Et je l'apprends, bien sûr, de gens qui eux-mêmes ont peur et qui éventuellement même jouent avec cette peur, forcément. Et donc je l'ai appris de mes parents qui avaient peur de, je sais pas, enfin vous voyez, toutes les peurs que peuvent avoir des parents, et vous êtes certains parents, voilà, et vous êtes enseignants aussi. Et je venais de lire un petit texte de tout à l'heure là qui disait que l'éducateur qui a peur, ben, il enseigne à la peur, tout simplement, puisque j'enseigne ce que je suis. Si je la cache, j'enseigne que j'ai une peur qu'il faut cacher, mais elle est là. Et donc c'est quelque chose que nous nous transmettons depuis des siècles, peut-être même des millénaires, mais qui finalement n'est pas nécessaire. Voilà. Et le jour où j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'avoir peur, ben ça m'a rendu de grand service, je témoigne. Voilà. Donc la quatrième idée, c'est que l'éducation est recours à la peur. Si je fais une rétrospective sur mes années d'élève, je me rends compte que j'ai tremblé très souvent de ne pas avoir la bonne note, de ne pas faire plaisir à ma maman. Enfin, peu importe, c'est infini, hein, de rater mon examen. Voilà. Et puis après, dans ma carrière, ben, c'est pareil, de ne pas plaire à l'inspecteur, de ne pas avoir ci, enfin, etc. Je veux dire, la terreur est utilisée comme un moyen d'éducation. Et la note elle-même, la notation, qui est une récompense, enfin, ou une sanction en tout cas, positive ou négative, qui est une sanction qui est extérieure à l'acte d'apprendre, qui est un plaisir en soi, m'installe un peu dans la crainte au moins d'avoir une bonne note tout simplement et d'être conforme, parce que c'est ça en fait l'objectif de l'éducation, hein, c'est d'être conforme à un modèle. Voilà, donc l'éducation, je ne sais pas s'il faut développer davantage, enfin vous me direz, mais l'éducation utilise la peur, et pas que l'éducation bien évidemment, mais l'éducation me formate à avoir peur, et bien entendu, c'est bien béni pour les publicitaires, les politiques, enfin tous les dominants, puisque c'est un des ressorts des organisations sociales, en fait, qui sont des organisations du type domination-soumission. Voilà. La cinquième et dernière idée que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que la peur est en fait, indépendamment de ce recours à la peur est finalement quelque chose d'intrinsèque à l'éducation elle-même. Quand je parle d'éducation, j'ai souvent un peu de mal pour expliquer ça, mais il y a toujours deux personnes, sinon il n'y a pas éducation. Et ces deux personnes, il y en a un qui a un statut et un autre statut. Bon, déjà que voir qu'il y a deux personnes, c'est pas évident. Mais il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas deux personnes. Et ensuite, ces deux personnes, il y a un éducateur et un éduqué. Et les statuts ne sont pas équivalents, même si je prétends que, etc. C'est pas équivalent, à aucun moment. Et le rapport qu'il existe, ce rapport asymétrique entre un éducateur et un éduqué, c'est un rapport de domination-soumission. C'est un peu brutal, excusez-moi, mais j'ai pas trouvé d'autres mots plus gentils pour le dire. Qui va me conformer et me formater. Alors ce qui va changer, ce qui va évoluer, bien sûr, c'est la manière dont j'établis ce rapport. Mais, alors vous avez un rapport extrêmement contraignant de type mafia ou de type armée, hein, c'est comme ça, si tu ne le fais pas, tout bon, voilà. Mais vous avez aussi le rapport négocié, mais qui aboutit à la même chose, hein, c'est-à-dire à la conformation et à la soumission. Alors si vous me demandez ce que je préfère, je vous dis tout de suite, je préfère la forme gentille à la forme brutale.
ou si je prends une autre image, je préfère une prison plutôt spacieuse, bien éclairée, avec des jolies couleurs et qui sent bon, à une prison où je suis à l'étroit, qui sent mauvais, qui est humide, enfin, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de doute, hein. Je veux dire que c'est bien ça que je préfère. La question est de savoir si c'est bien en ces termes que se pose la question, et souvent, ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, la question de l'éducation, c'est de savoir comment je vais éduquer. Mais je ne mets pas en question l'éducation elle-même, l'acte éducatif, qui est intrinsèquement un acte violent, parce que je décide pour un autre ce qui est bon pour lui. Et par ce seul fait-là, j'introduis une relation de domination-soumission qui est porteuse de peur, quoi. Parce que si je ne me soumets pas, il peut m'arriver, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver, de toute façon, la peur n'a pas de logique. C'est pas j'ai peur des araignées, ou j'ai peur de ma maîtresse, enfin, ou j'ai peur de qui que ce soit, mais c'est parce que je ne suis pas suffisamment confiant en moi-même que j'ai peur, enfin que je sens que j'ai pas la ressource pour faire face à ce que je vois comme un danger, que j'ai peur et que je tremble. Voilà une présentation sommaire de ces 5 idées. Je continue dans la voie qui peut vous intéresser. Par conséquent, j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse. On peut aussi sortir du sujet de la peur. Donc je vais vous demander quelques réactions, je vais les noter et je vais reprendre en fonction de ce que vous m'avez dit. C'est pas encore un débat, hein, ce stade-là, c'est simplement pour savoir qu'est-ce que ça vous fait ce que j'ai dit, voilà, et qu'est-ce que vous voudriez savoir un peu plus. J'aurais deux réactions. C'est quand vous dites que vous avez découvert qu'on n'avait pas besoin d'avoir peur. Oui, quand vous avez découvert qu'on n'avait pas besoin d'avoir peur, est-ce que de réaliser ça, ça fait qu'on a moins peur? Et la deuxième réaction serait sur votre dernière intervention, votre dernière partie. Est-ce que dans un acte éducatif, entre l'armée et les prisons dorées, il n'y a pas aussi quand même une petite différence où on essaye de faire, quand on éduque des enfants, de leur faire intégrer des règles qui leur soient, bon, peut-être imposées, mais où on essaye quand même de leur faire comprendre qu'elles sont bonnes pour eux et pour le groupe. Oui, moi je voulais vous demander est-ce que c'est possible, à votre avis, d'éduquer sans ce rapport de soumission, contrainte. Parce que moi, là, comme ça me paraît un peu difficile. Et si oui, comment? Encore 2-3 questions, oui, merci. J'aimerais bien savoir en quoi la peur elle peut être omniprésente chez l'individu. Oui, je ne comprends pas la question. Par exemple... Pourquoi elle est omniprésente, c'est ça? Voilà. Tu nous dis avoir eu peur et pourtant tu as eu un parcours scolaire brillant. Il est possible donc d'apprendre avec la peur. Et puis à un moment tu nous as dit que tu t'es libéré depuis 4-5 ans de la peur, que ça t'avait apporté quelque chose, donc j'aimerais que tu détailles, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce qui t'empêchait le fait d'avoir peur avant. Comment c'est arrivé? Encore une? J'ai une question juste par rapport à la... voilà, par exemple, je vais partir d'une citation de Freud qui dit que la peur est un désir froissé. Et voilà, effectivement, comment finalement la peur peut être aussi peut-être quelque chose, un ami, si
si, comme le disait le film, on entre dans cette peur. Donc c'est bon. Attendez, gardez les questions pour après, s'il vous plaît, parce que sinon... La dernière, oui. Vous dites bien qu'on a peur quand on ne se sent pas à la hauteur, donc je pense qu'il y a aussi bien l'axe de l'estime de soi renforcée, ça me paraît primordial. Ok. Après, on refait un tour. Hein. Bon, je pars de la fin. Dans ce cas-là, vous savez, il n'y a que deux manières en fait de résoudre un problème. La première, c'est de chercher une solution. Et quand je cherche une solution, en revanche, là, je peux en trouver 10. Mais ce sera 10 solutions différentes, mais l'idée, c'est de chercher une solution à ce problème. La deuxième manière de résoudre le problème, c'est simplement de le dissoudre. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème, je n'ai pas à le résoudre. Et malheureusement, c'est la situation de la peur ici, mais c'est aussi la situation de tous les problèmes. Le problème, il n'est pas devant moi, je suis une partie du problème et je suis le créateur du problème. Hein. Parce que lorsque je m'endors, parce que c'est vrai que lorsque j'ai un problème, j'ai du mal à m'endormir, mais imaginons que je m'endorme, une fois que je suis endormi, où il est le problème? Il n'y en a plus. Et quand je me réveille, bien sûr, je rallume et le problème il est là. Jusqu'à ce qu'une solution apparaisse, et donc effectivement ce problème, ce qui était un problème dans ma vie, qui m'a empoisonné la vie pendant je ne sais pas combien d'années, c'est fini, ça m'empoisonne tout, parce que simplement... Donc l'idée c'est que chaque fois que je vais essayer de résoudre un problème, en fait je le fais exister. Hein. Donc ça répond en partie aussi à la question. Donc je peux me mettre sur le versant de résoudre le problème. Si je veux résoudre le problème, effectivement, si j'augmente l'estime de moi, ou enfin de soi, c'est un élément. Mais l'autre élément aussi, c'est de réduire la menace. Hein, je m'en suis expliqué tout à l'heure, c'est un mécanisme. Si je ne me sens pas menacé, ou si j'ai une menace qui... Je me sens faire face à cette menace, il n'y a pas de peur. La peur n'intervient que lorsque je me sens en situation. Donc je peux effectivement augmenter l'estime de soi, mais parfois je peux augmenter l'estime de soi, mais si le danger est tellement grand que je me sens pas de l'affronter. Hein. Donc c'est bien, je peux jouer sur les deux. Voilà, ça c'était pour... Alors, la peur est un désir froissé, bien sûr, à toute peur correspond un désir. Ne serait-ce que le désir de ne pas avoir peur. Donc, c'est le même mécanisme, de tout ce que j'ai dit sur la peur, je pourrais le dire sur le désir, grosso modo, parce que c'est la même construction. Alors, je comprends bien que beaucoup de psychologues, et je les ai lus aussi, estiment que c'est structurant. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des contes horribles pour éduquer des enfants, pour qu'ils respectent la loi, enfin ils apprennent, enfin on fait là. Ça je le reçois en naissant. Ça je le reçois en naissant. Donc je nais dans un monde qui est comme ça. Donc il n'est pas étonnant que je me mette à parler la langue du milieu dans lequel je nais et que j'adopte les raisonnements et les structures du milieu dans lequel je nais. Je veux dire, c'est même une question de survie, sinon je ne survis pas. Donc je vais prendre cette structure et à mon tour je vais me construire là-dessus. La question que je pose, et en plus ça dure depuis, on va dire, des millénaires, puisque apparemment on a des traces que même les hommes préhistoriques avaient des peurs. Voilà. Mais est-ce que pour autant, parce que ça existe depuis des milliers d'années, est-ce que c'est nécessairement quelque chose, une fatalité, quelque chose d'automatique, quelque chose de systématique? Et que serait un monde sans peur? Si je reste dans la perspective d'un monde où on a peur, c'est un monde ingouvernable. Si les gens ont plus peur, si plus personne n'a peur. Mais parce que je l'analyse avec ce point de vue qu'il y a un rapport de domination, de soumission fondé sur la peur, qui fait que si ça n'existe pas, c'est le chaos. Mais
est-ce que je peux quand même imaginer, simplement imaginer, je n'ai pas dit qu'est-ce que ça serait la vie sans peur? Alors, apprendre avec la peur, bien évidemment. Je suis une de mes idées, c'est qu'apprendre, c'est naturel, comme respirer, digérer, ce sont des actes naturels. C'est-à-dire que personne ne m'apprend à apprendre. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que je fais en naissant, et si je n'apprends pas, je ne survis pas. Donc je vais, quand on dit apprendre à apprendre, il faut me dire comment j'apprends le premier apprendre à apprendre. Il faudra peut-être m'apprendre à apprendre à apprendre, je veux bien, mais alors le premier apprendre, qui va me l'apprendre? Donc, il est bien sous-jacent quand même l'idée que cet apprendre quelque part est quelque chose de naturel et d'inné. Par conséquent, j'apprends la peur. Si je grandis dans un monde où on parle le mandarin ou le mandchou, je vais apprendre le mandchou. Si je grandis dans un monde où il y a la peur, je vais apprendre la peur. Si je grandis dans un monde où il n'y a pas de peur, eh bien, je ne vais pas apprendre la peur. Donc je peux apprendre avec la peur, mais ce n'est pas la peur qui est déterminant ici, c'est simplement ma faculté naturelle sur laquelle je n'ai pas de prise, et qui est commune à tous les êtres humains, c'est d'apprendre, y compris à survivre dans un camp de concentration ou avec la famine en Afrique. Voilà. Mais je ne peux pas ne pas apprendre. Alors pourquoi la peur est omniprésente? Ça, je ne sais fiche sur rien. Mais en tout cas, c'est une constatation que nos sociétés sont construites sur le modèle de la peur. En tout cas, je vois bien à qui ça profite, ça c'est sûr. Je le vois très clairement. Encore que pas toujours, parce que c'est bien caché, notamment avec sous prétexte de la loi. Mais les plus grands, dominances, enfin, je sais plus qui disait que la loi c'est le vol légal, hein. C'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, je pense que c'est une structuration qui apporte tellement de bénéfices à ceux qui en profitent qu'ils n'ont pas du tout envie de s'en priver. C'est ma seule explication pourquoi la peur est omniprésente. Mais en tout cas, je l'observe, oui. Elle est omniprésente. Alors, est-ce que je peux avoir, une fois que j'ai vu ça, est-ce que je peux avoir moins peur? Je pense que ce n'est pas une question de degré. Peut-être moins souvent peur à la rigueur, mais en fait, c'est où j'ai peur ou j'ai pas peur, quoi. C'est binaire. Hein. Une fois que j'ai pris conscience que la peur, ça ne m'apporte plus de tourments que de bénéfices, enfin, et que je peux parfaitement m'en passer, et qu'au contraire, c'est plus intéressant, ben, je crois que ça devient une évidence toute seule qui... j'ai plus peur, quoi. C'est pas une nécessité, sinon c'est que j'ai pas bien compris. Alors, si vous voulez, après, on va peut-être discuter comment on s'en sort. Alors maintenant sur l'éducation, est-ce qu'on peut éduquer sans rapport de domination? Ma réponse est non, sinon c'est plus de l'éducation. L'éducation, comme son nom l'indique, c'est l'action d'éduquer. Et éduquer, c'est agir sur quelqu'un pour qu'il fasse ce que je trouve bien qu'il fasse. Vous êtes bien d'accord? C'est simplement par ce fait-là que j'agis sur quelqu'un pour qu'il fasse. Alors, éduquer, c'est un rapport de domination-soumission, mais qui est chargé d'une valeur morale, sociale, très positive,
puisque je lis, y compris dans toutes les déclarations, le droit à l'éducation. C'est le droit à me faire exploiter, à me faire dominer. Donc je pense que non, il n'existe pas, il ne peut pas exister une éducation, parce que dès lors qu'il y a une éducation, je peux en revanche me raconter toutes les histoires, et puis je m'en suis raconté pendant 50 ans, donc je connais très bien la question, que moi je les éduque à l'autonomie, je les éduque, alors, vous voyez, déjà l'expression éduquer à l'autonomie. Tu vas être autonome parce que je vais te demander d'être autonome, mais tu vas te conformer au modèle d'autonomie que j'ai décidé pour toi. Hein? Plus ça va et plus je me rends compte que l'éducation est en soi un modèle un petit peu, j'exagère, hein, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre un modèle terroriste et un modèle éducatif. Je veux dire sur la structure, entendons-nous bien, pas sur les valeurs, ni sur les finalités. On est bien d'accord. Alors, entre l'armée et la prison dorée, est-ce qu'il n'y a pas des intermédiaires? Moi, encore une fois, je répète, parce que je sais que c'est difficile à entendre avec tout ce que je dis, je préfère la prison dorée à la prison coercitive, enfin, qui sent mauvais, etc. Hein. On est bien d'accord là. Ceci dit, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que je peux sortir de ça? Donc, que effectivement, il y ait des prisons, il y a une palette de prisons de mieux en mieux ou de pire en pire, enfin, je suis tout à fait... Oui, mais c'est pas ça la question, c'est parce que est-ce qu'il y a une vie en dehors de la prison? C'est ça la question. Et donc, dans un schéma éducatif, à partir du moment où il est éducatif, il y a l'action généralement d'un adulte ou même d'un formateur. Si c'est un formateur informé, c'est terrible, former quelqu'un. Lui donner une forme. C'est encore plus clair que l'éduquer. Parce qu'éduquer, ça ne se voit pas trop, surtout qu'on a été habitué à nous dire que c'était très bien d'éduquer, mais évidemment... Ça me fait penser à une réflexion d'Alain Accardo qui disait si un jour un gouvernement décidait de demander aux enseignants de créer un rapport de domination-soumission avec les élèves dans les classes, ça produirait un tollé considérable. Il lui suffit de dire faites bien votre travail. Parce que c'est le résultat. C'est dur, excusez-moi, je sais que c'est dur, parce que. Mais moi je ne l'ai pas vu pendant 50 ans, et j'ai été serviteur zélé de l'éducation. Et j'ai même été récompensé pour ça, parce que ça marche comme ça, bien sûr. Et dès qu'il y en a un qui sort un petit peu de ça, on voit bien toutes les difficultés qu'il a. Hein. Bon. Donc c'est bien. Enfin, c'est une parenthèse, hein, mais je la fais quand même. Les deux plus gros budgets de l'État français, c'est l'armée et la police, et l'éducation nationale. Pourquoi ? C'est-à-dire, si tu ne le fais pas de ton plein gré, si tu ne fais pas de ton plein gré ce que je veux que tu fasses, tu vas le faire par la contrainte. Pardon. Voilà. Est-ce que j'ai épuisé? Alors, il y a une question sur le comment. Je crois que là, vraiment, il est très bien ce petit film parce qu'il dit tout vraiment en très peu de mots et encore moins de mots que moi. Bien évidemment, dès que je vais me mettre à combattre la peur, je la fais exister. Hein,
excusez-moi, mais le thème là de la réunion, c'est faire de l'école un système sécurisant. Ça sous-entend qu'il n'est pas sécure. Et donc, chaque fois que je vais combattre la peur, je me crée l'adversaire. Je le fais exister en tant qu'adversaire. Donc, enfin, je me semble, si je veux, alors je peux y arriver, parce qu'effectivement, c'est des solutions préconisées par nos gouvernants. La tolérance zéro. On va terroriser les terroristes. Hein, on va faire peur à ceux qui nous font peur. Mais ça ne fait qu'alimenter la peur. Et c'est bien pour ça qu'on prend cette solution. Puisque toutes les solutions qu'on cherche en général quand on a peur, c'est de se protéger. Alors par des portes blindées, des systèmes d'alarme, des gardes de sécurité, enfin des assurances, enfin toutes sortes de choses. Mais en fait je m'emprisonne moi-même à l'intérieur de ces dispositifs, que ce soit des dispositifs physiques ou des dispositifs. C'est-à-dire que la peur n'est pas liée au sentiment d'insécurité. Il y a un petit livre, un petit livre pas si petit que ça quand même, de Laurent Mucchielli, qui est l'invention de la violence, et qui distingue effectivement les éléments objectifs de sécurité, du sentiment d'insécurité et de l'expérience que j'ai fait moi-même de la violence. Et c'est pas lié. Il se trouve que des personnes qui n'ont jamais été agressées se sentent en insécurité. Ça veut dire que le sentiment d'insécurité, c'est la peur, n'est en aucun cas lié, et même personnellement, j'ai envie de dire, il est inversement proportionnel aux mesures de protection que je vais faire, parce que plus je vais me protéger, plus je vais me défendre de cette peur, et plus je vais la faire exister. Et plus ma réaction va être, importante, et plus elle va prendre de l'importance, puisque c'est moi qui la crée, c'est moi qui la génère. C'est moi qui crée la peur qui est en moi. Je suis le seul responsable de ma peur. Donc, si je la combats, si j'essaie de la traiter, de la raisonner, l'apostrophe à raisonner aussi, et la raisonner, la conduire à la raison, je ne vais pas la faire disparaître. Voilà. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, excusez-moi, mais j'ai oublié, mais je crois que je sais comment. Ça me revient. C'est simplement quand j'ai peur, c'est que je suis attaché à un modèle. Ou un idéal, ou un idéal de moi, même de moi. Hein. Je suis comme ça. Et donc, vraiment, si je ne suis pas comme ça, ou si les choses ne sont pas comme elles devraient être, ou si je ne suis pas comme je voudrais être, oh là 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 là. Voilà. Et là, c'est là la peur. Voilà. Et dès que j'arrive, je ne dis pas que j'ai pas à avoir d'idéal de moi, ou d'idéal tout court, je dis simplement mon degré d'attachement. C'est-à-dire, si j'en fais une question de vie ou de mort, je suis foutu. Je suis mort. Mais si je me dis, écoute, il va m'arriver ça, il m'arrivera ça, puis c'est pas la fin du monde, hein. Enfin, pour moi. Enfin, sauf si j'en fais moi la fin du monde. Mais c'est moi qui décide, en fait, d'en faire la fin du monde. Et c'est pour ça que je suis terrorisé. C'est parce que pour moi, c'est la fin du monde, y compris perdre la vie. La peur de la mort, c'est aussi une peur qui est entièrement culturelle, donc apprise. J'ai aucune raison d'avoir peur de la mort, et en fait, comme beaucoup l'ont dit avant moi, la peur de la mort, c'est la peur de vivre, tout simplement. Parce que si je vis la vie telle qu'elle est, la vie s'alimente de mort. La vie inclut la mort. Hein. L'opposé de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Et la mort est une partie de la vie. Donc je n'ai aucune raison d'avoir peur de la mort. Et pourtant, il y en a qui en profitent en tout cas. On peut faire, si vous pensez que je n'ai pas répondu à une des réactions, vous la reposez s'il vous plaît.
n'ai pas de question, c'est juste une petite pointe d'humour, hein, le mien. Vous avez dit par rapport à l'État, il y avait les deux budgets principaux, c'était l'éducation nationale et l'armée. Et la police. C'est un peu faux, parce que je ne veux pas vous mettre dans la campagne, mais le premier budget, c'est la dette. La dette de l'État. Et à ce moment, c'est une grande peur. Je ne sais pas si on essaie de nous la faire partager, mais c'est le premier poste budgétaire depuis peu. Voilà, je voulais juste rectifier, c'était pour rigoler. Hein. Dans tous vos voyages, est-ce que vous avez vu un système d'éducation sans soumission et domination ? On parle parfois d'éducation et on parle aussi de plus en plus d'éveil. Est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que pour vous c'est la même chose ? Éveil des consciences, éveil. Alors moi aussi je voulais un petit rappel parce que finalement je ne suis pas sûre d'être bien claire là-dessus, sur le fait d'instruire et d'éduquer. Donc rappeler finalement la différence. Et puis aussi, vous avez dit que vous aviez vu pas mal de continents, et donc j'imagine que la peur est chez tous, mais est-ce qu'elle se montre de la même façon? Est-ce que je n'ai pas le sentiment que toutes les sociétés montrent la même peur? Moi, j'avais une question aussi. Donc, comment aider les autres à ne pas avoir peur? Parce que là, vous avez parlé de moi, si j'ai peur, si je combats la peur, je ne fais que la renforcer. Mais si je m'intéresse aux autres, et notamment aux élèves, comment les aider à ne pas avoir peur? Merci de ces questions que je trouve vraiment très belles. Bon, un petit mot à propos de la peur de la crise. Non, mais c'est important. C'est important parce que j'en suis venu à avoir peur de ce pauvre Lagardère ou Bolloré qui va le pauvre perdre des sous. Enfin, lisez Frédéric Lordon. C'est ça. C'est que non seulement j'ai un rapport de soumission, de domination-soumission, mais c'est que le soumis va non seulement réclamer sa soumission, mais il va en plus adopter les valeurs de... C'est bien pour lui ce qui est bien pour celui qui le domine. Hein? Oui. Il y a quelques scientifiques qui ont étudié le comportement des poules et ils ont trouvé que plusieurs comités scientifiques, plusieurs communautés scientifiques, pardon. Et donc ils ont remarqué que lorsque les poules sont ensemble, elles se battent, alors que lorsqu'elles sont isolées dans une cage, elles s'arrachent simplement leurs plumes. Et donc ils ont conclu, c'est évident, puisque le bien-être de la poule stressée par rapport à la poule en conflit, que la poule préfère les cages. Voilà, ça coûte 10 € et je vous le recommande vivement parce que là, ça démontre à partir de cette simple réflexion comment les poules aiment les cages et comment donc les otaries aiment le cirque. Je ne sais plus quoi encore, enfin, etc. Et donc aussi les noirs, ils aiment énormément être enchaînés au fond d'une cale, parce que sinon, si on les laisse tout seuls chez eux, ils s'entre-déchirent. Et c'était l'argumentation de l'esclavage, bien évidemment. Donc voilà, je vous recommande très vivement ça. Comment le rapport est établi, et donc la crise, franchement, c'est pas ma crise. Hein.
je vous le dis tout de suite. Donc, et je ne vais pas pleurer pour... voilà. Mais c'est vrai que c'est un instrument de terreur. Et donc, je suis soumis à la terreur. Mais encore une fois, je suis libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Mais bien sûr, je n'ai surtout pas été entraîné à démonter le mécanisme. Puisque la réussite dans le système scolaire, ceux qui avancent le plus loin dans le système scolaire, et j'en suis un pur exemple, voilà. Donc, c'est ceux qui se sont le plus et le mieux conformés à ce modèle. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se conformer. Hein. Donc, et c'est ceux-là, bien sûr, qui sont chargés ensuite de former les autres. C'est simplement la réflexion de Stirner, qui disait qu'on leur a bien rogné les ailes, et comme ils ont fait la preuve qu'on leur a bien rogné les ailes, on peut leur confier maintenant le travail de rogner les ailes aux enfants qu'on leur confie. Il était brutal. Voilà, donc ça c'était la première partie. Je finis, après je vous redonne les questions. Gardez votre question. Alors, la différence entre instruire et éduquer, il n'y a pas de différence de mon point de vue sur l'idée que je suis en train d'exposer ici. Hein, parce que lorsque j'instruis quelqu'un, c'est le gavage des oies. Bon, sauf que c'est pas des oies et que c'est pas les mêmes choses. Voilà. Mais je veux qu'il apprenne ceci, je veux qu'il apprenne cela. Voilà. Donc je veux pour lui. Enfin, chaque fois que je veux pour lui, c'est du même modèle. Par conséquent, ça répond en même temps à l'autre question. Là, est-ce qu'il y a un système d'éducation sans soumission de soumission? Ça ne peut pas exister puisque c'est constitutif, c'est l'essence même de l'éducation. Donc il n'y a pas d'éducation, ça ne peut pas exister. Je peux dire que oui, non, moi je ne suis pas dominant, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas vrai, parce qu'ils font ce qu'ils veulent entre 8h30 et 11h30. Hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'apprentissage du temps contraint. Bon, il y a l'apprentissage de l'espace contraint, parce qu'entre 8h30 et 11h30, il faut qu'il reste quand même dans l'enceinte de l'école. Voilà. Donc, simplement, il y a une façon plus agréable d'amener ça. Voilà. Et encore une fois, je la préfère. Hein. Attention, hein. Je ne dis pas du mal des pédagogies nouvelles ou alternatives ou autres, au contraire, mais ce sont des pédagogies. Et dans la pédagogie, il y a bien un pédagogue et un pédagogisé. Hein. Donc, comme il y a un dompteur, un dompté, un administrateur, un administré, un colonisateur, un colonisé, donc les heures et les ont un sens, les suffixes ont un sens. Hein. Je ne veux pas dire que l'éducateur et l'éduqué, c'est le même modèle que le colonisateur et le colonisé. C'est-à-dire les valeurs morales ne sont pas les mêmes, mais la structure elle-même, c'est la même. Hein. C'est quelqu'un qui veut le bien de l'autre. Alors, en même temps, ça me permet d'enchaîner sur aider les autres. Ben voilà. Aider les autres à ne pas avoir peur, ben c'est déjà simplement le fait d'aider les autres, c'est-à-dire de vouloir qu'il n'ait pas peur. Je veux à sa place. Je veux son bien, bien d'accord. Mais c'est moi qui veux pour lui. Et c'est le fondement de toute éducation. Sinon, il n'y a pas d'éducation. L'éducation disparaît. Hein. Donc, l'éducation, surtout de masse ou généralisée, telle qu'on la connaît, parce que quand on dit éducation, on pense école, mais dans ma tête, il y a aussi l'éducation familiale, c'est exactement la même chose. Hein. Mais l'éducation telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'école, ça date de 1880. On est en 2012, ça fait même pas 150 ans. Et c'est une évidence, comment ferait-on pour vivre sans éducation? Mais comment on a fait pendant des millénaires pour vivre sans éducation? Ce qui ne veut pas dire sans peur. Hein. On a vécu aussi avec des peurs. Mais le schéma éducation... On a vécu sans école. On a vécu sans école. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas vécu sans éducation aussi. Mais enfin, en tout cas, je réponds à la question qui m'est posée et qui était est-ce que j'ai vu des sociétés où il n'y avait pas d'éducation? Enfin, c'est à peu près ça. Hein. Alors, j'en ai pas vu. Franchement, j'en ai pas vu. Tout simplement
parce que l'idée d'éducation qui est accolée à l'idée d'école, l'école, en tout cas l'éducation c'est un acte volontaire de quelqu'un sur un autre. Voilà. Alors ça, je pense que de tout temps, effectivement, il y a des gens qui ont prétendu ça. Mais pas avec la systématisation qu'on connaît depuis 1880 et pas avec cette massification et cette intensité. Voilà. Alors, je n'ai pas rencontré de société sans éducation, mais j'ai lu des anthropologues, parce qu'en plus les anthropologues, c'est bizarre, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils décrivent comment vivent les peuples qui vivent pas comme nous, mais ils ne s'intéressent pas du tout comment... mais disons que, en tout cas, les Nahuatl, qui sont un peuple qui vit sur le territoire actuel du Mexique, sont un peuple où il n'y a pas d'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, hein. Mais, enfin, je ne sais rien en fait, parce qu'il n'en parle pas, mais il n'y a pas d'éducation, c'est-à-dire d'action d'un adulte ou de qui que ce soit sur un autre pour lui expliquer comment il doit procéder. Il n'y a pas de transmission? Alors, attendez, transmission, il y a beaucoup à dire sur la transmission. Bon. Donc, il n'y a pas un acte intentionnel sur quelqu'un pour qu'il fasse ce que... simplement, ça se fait en vivant. En vivant dans la société où ils sont. Donc, il n'y a pas de jouets en plastique ou de jeux pour apprendre ceci ou apprendre cela ou apprendre à se socialiser ou apprendre... Enfin, tout ce qu'on apprend à travers l'éducation, ils l'apprennent simplement directement. La seule différence, c'est que au lieu de faire... il n'y a pas de simulation. C'est-à-dire, si on utilise un outil ou un couteau, on utilise le couteau, on utilise l'outil. On n'utilise pas des trucs en plastique qui ne coupent pas. Enfin, vous voyez. Bon. Il n'y a pas une organisation d'une classe de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas encore. Voilà. Parce que ça, c'est le schéma de l'éducation. Donc, la seule intervention éducative qui a été observée par l'anthropologue qui raconte ça, c'est seulement vers l'âge de 12-13 ans, pas avant, ou parfois c'est pas systématique, il y a quelqu'un qui dit aux jeunes, regarde bien, observe, c'est tout. C'est ça l'éducation, voilà. Ça répond, j'espère, à votre question. Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas. Je peux vous raconter l'expérience là que vous trouverez aussi dans la dernière lettre du CREA et qui est en ligne également, du trou dans le mur. Ça se passe en Inde. On a installé un ordinateur et un pavé tactile, enfin un clavier, derrière un mur simplement pour pas qu'il l'emporte, et puis c'est tout. Puis il est connecté sur Internet, bien sûr. Et puis on s'en va. Et on laisse l'ordinateur. Au bout de 24 heures, il y a déjà des gosses qui ont appris. Et puis bon, au bout de 2 ou 3 mois, ça y est, ils ont appris tout seuls à manipuler un ordinateur. Ils ont appris l'anglais, qui n'est pas leur langue. Et ils ont appris, parce qu'apprendre, il n'y a que moi qui peux apprendre. Et réfléchissons un instant, c'est pas moi qui le dis. C'est Jacques Otto. Le fait même que j'explique à quelqu'un quelque chose, ça sous-entend que je pense qu'il n'est pas capable de le comprendre tout seul. Donc déjà dans l'explication, il y a quelque chose en dessous qui fait une inégalité là aussi. Hein? Et j'ai appris quand même beaucoup de choses qui ne m'ont pas été expliquées. Et là, ce qui fait la différence quand même, c'est que lorsque j'ai besoin et que je n'arrive pas à résoudre mon problème, je vais demander à quelqu'un, il m'explique, et alors là j'ai compris. Là. Hein? Si j'explique comment on va de la Poste à la gare de Lyon, enfin, à Paris, la première à droite, deuxième à gauche, etc., c'est très difficile à se souvenir. Si je sors de la Poste et que j'ai un train à prendre,
et que je demande à quelqu'un, je m'en souviens tout de suite. Hein. Donc, en fait, le rapport est inversé. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de maître ou qu'il n'y a pas de gens qui savent plus que moi, surtout pas. Je dis simplement que c'est moi qui apprends. Personne ne peut apprendre à ma place. Et j'apprends bien évidemment des autres. Je suis tout seul à apprendre parce que personne ne peut apprendre de moi. Mais j'apprends de ce qui m'entoure. Donc si jamais un jour j'avais une velléité, une intention éducative, c'est pas sur celui qui apprend que je dois le faire. C'est sur ce qui entoure celui qui apprend. Donc, comment je peux aider les autres à ne pas avoir peur, c'est en n'ayant pas peur moi-même. Si j'ai pas peur, je vais enseigner au sens premier du terme. Enseigner, c'est montrer. Hein. Je vais enseigner quelqu'un qui n'a pas peur. Et donc, ils vont grandir dans un milieu où il y a des gens qui n'ont pas peur. C'est la seule façon que je peux faire pour... Si j'avais la prétention d'aider quelqu'un, c'est surtout de m'occuper de moi. Et par le fait même que je m'occupe de moi, je vais modifier forcément l'environnement de celui qui apprend. J'ai peut-être... Alors, la question sur l'éveil et l'éducation, je ne sais pas ce que c'est l'éveil, mais si ça peut remplacer... Si ça doit remplacer l'éducation, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Je pense que le fondement, c'est que apprendre, c'est naturel. Voilà. Et que, ensuite, les activités que je construis sur cet acte naturel peuvent empêcher l'apprendre. C'est Confucius qui disait lorsque le maître enseigne, l'élève n'apprend pas. Ça se comprend. Si j'écoute, je ne peux pas réfléchir pendant que j'écoute. Si j'écoute, je ne peux pas faire pendant que j'écoute. Voilà. Ensuite, si je fais un petit... les activités d'enseignement peuvent empêcher l'apprentissage dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, écoutez, je vais faire au court, je vais dire simplement, si je fais le bilan personnellement de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris ne m'a pas été enseigné, pas tout. Et ce que j'ai appris dans ce qui m'a été enseigné, c'est parce que moi, je l'ai appris. C'est pas parce qu'il m'a été enseigné, c'est moi qui l'ai appris. C'est parce que ça avait du sens pour moi à ce moment-là et je l'ai appris. Et inversement, tout ce qui m'a été enseigné, alors là, on est loin du compte. Je l'ai sûrement pas appris, ça. Il y a même très peu de tout ce qui m'a été enseigné que j'ai appris, si je fais le bilan. Hein. Voilà, donc quand je fais le bilan de ce que j'ai appris de 15 ou 17 ans d'école, ce que j'ai appris à l'école, pas à côté, et ce que l'école était supposée m'apprendre, écoutez, ça valait pas 17 ans, ni 15 ans de ma vie, franchement. Est-ce qu'il y a des manifestations différentes de la peur? Oui, oui. La peur se manifeste sous des formes différentes et je peux avoir peur encore une fois, des araignées, de mon patron, de je sais pas quoi, de l'orage. Il n'y a pas de limite. Et les manifestations de la peur, c'est je tremble et je suis paralysé, et donc j'ai trois possibilités. La première, c'est la fuite, et c'est celle qui est recommandée la majeure partie du temps, parce que lorsque je ne me sens pas d'affronter, vous peut-être mieux fuir. Je vous recommande l'éloge de la fuite de Henri Laborie. C'est la fuite, l'agression. C'est pour ça qu'on a tous ces conflits. Hein, c'est-à-dire, je me défends, hein, j'attaque. Et là, c'est pas forcément mieux non plus, parce que plus j'attaque, plus ça monte. Hein. Et la troisième solution, c'est l'abandon, c'est-à-dire je me laisse bouffer, je me laisse faire, je m'abandonne. Voilà. Donc j'ai trois possibilités. Alors, oui, il y a 1000 façons de répondre, enfin il y a 3 façons en tout cas de répondre à la peur.
Et selon les pays, on réagit différemment. Enfin, on essaie. En tout cas, ce qui varie, c'est comment je conjure la peur. Enfin, comment je pense que je vais conjurer la peur. Mais je n'enlève pas le sentiment d'insécurité. Hein, je peux brûler des cierges, ou je peux égorger une poule, ou je peux construire des murs de 6 mètres de haut. Enfin, c'est infini, les manifestations de la peur et du sentiment d'insécurité. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, redites-le moi. Oui, vous êtes très critique vis-à-vis de l'éducation en général. Vous m'entendez pas? Je me demande quand même dans la société actuelle dans laquelle on vit, très consumériste, dominée par, je trouve, par les publicitaires, la télé. Les enfants qu'on voit un peu livrés à eux-mêmes, entre guillemets, et qui se prennent justement ces choses-là en pleine face, j'ai pas l'impression qu'ils s'en sortent mieux, qu'ils subissent une pression éducative, on va dire bienveillante, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? J'ai 2 questions. La première relève peut-être de l'instinct de survie. On parle d'éducation émancipatrice. Est-ce que la valeur d'émancipation n'est pas finalement plus importante que le rapport dominant-dominé? La deuxième question, en tant qu'enseignant, on a souvent à faire face aux peurs des parents qui les empêchent d'avoir un regard lucide sur les progrès réels de leurs enfants. Et pour avoir le souci de l'équité, surtout après les débats du jour, en tant que parent, on a aussi ce genre de rapport avec des enseignants quand ce sont les enseignants qui, par peur, n'ont pas non plus parfois le regard lucide sur ce qui se passe. Alors est-ce qu'il y a, face à ces difficultés récurrentes, des clés pour progresser? Pour ma part, je n'ai pas de questions parce que c'est assez amusant, ces questions. Ça entretient pour moi le rapport celui qui sait, celui qui ne sait pas. Je suis plutôt dans un... Enfin, j'aimerais vraiment avoir un échange, non seulement avec vous qui êtes devant moi, mais avec l'ensemble de chacun de vous dans vos expériences. Je ne sais pas si c'est l'objet de cette réunion, mais moi j'aimerais bien l'introduire. Alors vous avez parlé, vous étiez très conforme pendant toute votre enfance. Pour ma part, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement rebelle, mais finalement ça se rejoint quelque part, puisque vous étiez le petit mouton, celui qui obéit, qui a peur. Et moi je croyais que je n'avais pas peur, puisque je me rebellais. Plus tard, quand j'étais plus grande, je manifestais, etc. Et finalement je me suis dit, bon, moi je suis le mouton noir, puisque vous êtes le mouton blanc. Mais finalement, on est dans une réaction binaire, c'est-à-dire, on est dans une réaction binaire, et dans cette réaction binaire, crée la réalité de la peur dont vous avez parlé. Donc, pour moi, la solution de sortir de cette peur, et j'en suis sortie, c'est de dire, sortons de ce côté binaire. Aussi bien la réaction, je vois beaucoup de gens qui manifestent, etc., et qui croient, comme j'ai pu le croire longtemps, qu'en étant dans la réaction, on est dans le vrai. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup d'énergie pour rien. Et finalement, sortir de ce côté binaire et d'être dans la créativité et de s'aider soi, et surtout pas d'essayer d'aider les autres parce que c'est une illusion totale, c'est là, pour moi, que j'ai perdu la peur. Et voilà. J'aimerais bien avoir chacun de vos expériences. Pour moi, c'est ça la richesse de ce soir. Mais moi, je voudrais savoir en fait, qu'est-ce qui vous a fait passer du mouton blanc au mouton noir? Le déclencheur en fait, parce que dans votre vie, apparemment avant, vous étiez mouton blanc, voilà.
Et puis, qu'est-ce qui, dans votre vie, du coup, a été, dans votre expérience, qu'est-ce qui vous a permis de basculer et du coup d'être éclairé? Et puis, moi, je crois que, enfin, pour répondre à ta question, enfin, c'est pas une question, mais moi, je milite, je me bats, et quelque part, le fait de, tu te transformes aussi avec les autres, quoi. Et donc, du coup, enfin, je sais pas si j'ai bien compris ce que tu disais, mais moi, j'ai besoin des autres, et je pense à moi, mais enfin, en étant avec les autres, du coup, ben, je me soigne et j'avance. Et ouais, enfin, j'ai peut-être pas bien compris ce que tu disais. Bon, mon idée ce soir, c'est simplement de témoigner de mon expérience, voilà. Et je pense que c'était aussi l'objet de l'invitation qui m'a été faite. C'est tout ce que je fais. Et encore une fois, je ne cherche à convaincre personne ni à dire que ce que je dis, c'est la vérité et que j'ai raison. Encore une fois, je dis, il y a 5 ans, ça aurait été insupportable pour moi ce genre de propos. Voilà. Donc, je le mets sur la table. Si ça vous sert, c'est très bien. Si ça sert un petit bout, certes, c'est très bien aussi. Et si ça ne sert pas, c'est très bien aussi. C'est juste à disposition. Et chacun prend ce qu'il estime pouvoir prendre, devoir prendre. Enfin, voilà. Mais c'est pas une nouvelle chapelle, ni une nouvelle manière de voir les choses. Je comprends pas très bien l'histoire du mouton blanc et du mouton noir. Et je vais reprendre aussi la question de la contre-dépendance. La contre-dépendance et la réaction, donc, ce n'est jamais qu'une autre forme de la dépendance. Le fait de faire le contraire de ce qu'on me dit de faire, je me détermine toujours en fonction de ce qu'on m'a dit de faire. Voilà. Et donc, la question, c'est pas de... j'ai eu des discussions là, avec les fameux désobéissants, enfin, on a pas mal... mais bon, j'ai pas eu gain de cause, bien sûr, parce que pour moi, désobéir, ça relève du même mécanisme qu'obéir. Hein. Parce que si je fais le contre-pied de ce qu'on me dit de faire, je me détermine encore en fonction de ce qu'un autre a dit, ce que je devais faire. Donc c'est le même mécanisme. À la limite de la résistance, c'est du même genre. Je résiste à quelque chose. Ce dont je parle, c'est tout autre chose. Hein. Je ne crache pas sur les résistants, je ne crache pas sur les désobéissants, je les défends même à l'occasion. Mon ami Bernard Collot également, entre autres. Mais c'est pas le propos, hein. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est est-ce que je peux être autonome? Voilà. Et ça rejoint un petit peu aussi votre question, est-ce que je peux être autonome dans un monde où tout me pousse à surtout ne pas être autonome? Et l'autonomie, encore une fois, c'est simplement, je me gouverne moi-même, mais c'est pas l'indépendance, puisque l'indépendance, je suis, et j'enchaîne également avec les autres, je suis un être social, je ne peux pas me construire si je ne suis pas en relation. Donc la relation est vitale. Je ne peux pas vivre sans relation. Et j'apprends du milieu dans lequel je dois survivre. Si je nais au milieu des loups, j'ai l'enfant loup. Si je nais chez les papous, je deviens papou. J'apprends le papou, j'apprends tout ce qui me permet de survivre dans ce milieu-là. C'est pour ça, encore une fois, que les actions, si je veux aider quelqu'un, c'est pas en agissant sur lui. Donc c'est l'inverse de l'éducation. Parce que l'éducation, j'agis sur quelqu'un. Hein, pour son bien, on est bien d'accord. Mais c'est plutôt, j'agis sur moi, avec l'idée quand même que si moi je change quelque chose, je change dans le monde. Donc, la peur des parents, la peur des enseignants, oui, la peur, c'est très courant.
La question, c'est qu'est-ce que je fais devant quelqu'un qui a peur? Si j'ai peur à mon tour, je vais alimenter sa peur, il va paniquer encore plus. Enfin, c'est l'expérience que j'ai en tout cas. Si j'ai pas peur, il va me menacer, oui, mais bon, si j'ai pas peur, quoi. Mais pour ne pas avoir peur, il faut que j'ai effectivement suffisamment de confiance en moi, quoi. Puisque le mécanisme de la peur, c'est j'ai les ressources en moi qui me permettent d'affronter le danger ou la menace. Alors je peux me muscler, je peux apprendre ce que je ne sais pas pour effectivement, et donc il y a des techniques bien évidemment, il y a des techniques qui permettent de comprendre un peu mieux le monde et la société. Et en ce qui me concerne, personnellement, j'ai deux concepts clés. Le premier, c'est la conscience. Alors peut-être que ça va rejoindre la question sur l'éveil. Plus je suis conscient de ce qui se passe, et plus j'ai de puissance pour y faire face. Voilà. Plus je vois de choses et quand je suis dans une situation de peur, je ne vois pas. Je ne vois pas tout, je suis pris par ma peur, je suis la peur. Et donc je vois pas tout. Et donc il y a plusieurs plans de conscience, je ne vais pas le développer ici ce soir. Et la deuxième chose, c'est ce qui est juste. Ça se définit aussi de manière très simple, ce qui est juste. Donc la conscience et ce qui est juste. Vous trouverez, si ça vous intéresse tout ça, vous trouverez ça sur le site éducationauthentique.org. Et je finis là-dessus, sur l'approfondissement. Nous avons un séminaire de tous les ans fin août qui dure donc 3 jours. Et le prochain, c'est sur le peur et désir et éducation-formation. Alors, une éducation émancipatrice, je suis troublé par ce mot. Je suis très troublé parce que ça supposerait qu'il ne peut pas être émancipé tout seul, quoi, qu'il a besoin d'une éducation et que j'ai besoin d'intervenir pour qu'il s'émancipe. Et bon, j'utilise l'expression. La seule chose que je fais, c'est que je mets un guillemet simple à l'éducation. Parce que le guillemet simple en sémantique générale, ça veut dire que ce n'est pas employé dans son sens habituel. Voilà. Donc, une éducation qui serait émancipatrice n'est plus une éducation. Voilà. C'est simplement, moi je suis émancipé, et je ne sais pas ce que ça veut dire émancipé, parce que déjà c'est une définition par rapport à une contrainte. Donc, en fait, je suis ce que je suis, tout simplement, et puis en étant ce que je suis, j'aide sans le vouloir, sans intention particulière, forcément, ceux qui m'entourent à être ce qu'ils sont. C'est la seule... c'est parce qu'effectivement j'apprends des autres, on est bien d'accord, vous l'avez souligné, mais que je milite ou pas, j'apprends toujours des autres. J'apprends là où je suis, voilà. Et donc, si c'est des gens qui combattent, j'apprends le combat. Si c'est des gens qui vivent en paix, en sérénité, tranquillité, j'apprends en sérénité, tranquillité. Si c'est des gens qui parlent le bantou, je vais apprendre le bantou. Enfin, c'est très simple. À partir du moment où j'ai compris qu'apprendre c'est naturel et que c'est inné, ça se fait tout seul et je vais apprendre, y compris les pires choses dont vous avez un petit peu évoqué. C'est-à-dire les marchands. C'est vrai qu'actuellement, notre histoire sociale passe par différentes étapes, et jusqu'en 1880, on va dire que l'éducation s'exerçait au bénéfice de l'Église et du clergé. En 1880, un rapport de force a changé. Ça s'est exercé au bénéfice de ce qu'on appelle l'État ou des gouvernants de l'époque. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que ça ne s'est pas fait simplement, ça s'est fait même avec des gendarmes. Et ça me fait penser à l'idée d'ailleurs de Martin Carnoy,
qui a écrit un livre qui s'appelle Education as Cultural Imperialism. C'est-à-dire que l'éducation serait un impérialisme culturel intranational, ça c'est très clair pour la France. L'éducation, il pense à la scolarisation, bien sûr, hein, à l'intérieur du territoire national, mais aussi l'exportation, parce qu'on a exporté l'école. Hein. Et l'exportation de l'école s'est faite précisément, notamment, à la suite de Jules Ferry, qui était quand même un colonialiste avéré. Hein. C'était les races supérieures avaient pour mission de civiliser les races inférieures, donc c'est très clair. Et puis l'installation de l'école en France, ça s'est fait quand même avec l'aide des gendarmes, hein, aussi. Voilà, donc c'était vraiment... alors donc je suis passé des écoles au bénéfice du clergé à une école au bénéfice des gouvernants de l'État. Et là, depuis quelques années, là, je suis entré dans une autre ère qui est au bénéfice de ce que j'appelle les marchands. Puisque, en fait, nos hommes politiques ne gouvernent plus rien, ce sont les marchands qui gouvernent, on est bien d'accord. Donc, l'école est au service des marchands et elle sera, démantelée dans la perspective des puissants, de ceux qui dominent à ce moment-là, qui sont les marchands et qui, vraiment, je crois que les États, maintenant, les gouvernants ne font plus rien, hein, c'est simplement des instruments entre les mains des marchands, que j'appelle les marchands. Alors, ça n'élude pas la question, qui est quand même une question, comment j'aide quelqu'un, mais je pense y avoir répondu depuis le début, hein, c'est surtout pas en agissant sur lui, en voulant qu'il n'ait pas peur ou en voulant qu'il soit autonome. Vous imaginez un petit peu l'injonction paradoxale, soit autonome, c'est terrible, et pourtant, que de fois je l'ai utilisé. Bon, je crois que je voudrais, sans conclure, parce qu'il faut que je rentre... Non, je ne peux plus. Par contre, je vous propose d'approfondir, ça se termine. Je vous propose d'approfondir, si vous souhaitez approfondir, on a une réunion le week-end prochain à Lyon. Vous avez des éléments d'information là-dessus. C'est le CREA, c'est-à-dire le Cercle de réflexion pour une éducation authentique. Est-ce que vous voulez bien au moins prendre un papier comme ça? Vous avez le site pour aller le voir. Tenez, je vous donne ça. Et c'est de l'autre côté. Voilà. Nous publions une lettre mensuelle. Et selon le principe du CREA, c'est qu'on propose, comme ce soir, des réflexions, et puis chacun prend ce qu'il veut. Et s'il ne veut pas les prendre, il ne les prend pas. Il n'y a pas à adhérer, il n'y a pas à être d'accord. Voilà, si vous voulez approfondir aussi, vous avez un DVD avec une dizaine de vidéos, mais si vous allez sur le site, vous verrez le lien, il y en a 23. Il n'y a pas celle-là, hein, parce que je n'ai pas obtenu l'autorisation. En fait, elle ne m'a pas encore répondu, mais donc elle n'est pas publique, mais vous la trouvez avec le lien qui est indiqué dans le document. Alors un peu plus soft maintenant. Un peu plus soft, je vous propose aussi ce DVD, c'est les 12 émissions de Philippe Mérieux sur 12 pédagogues, dont Freinet, Tolstoï, Jacques Otto, enfin voilà. Ces DVD là, c'est juste le prix coûtant, c'est 5 € comme participation aux frais. Si ça vous semble beaucoup, vous donnez ce que vous voulez. Voilà, et alors toujours dans le soft, pour vous montrer que je ne suis pas sectaire quand même, je vous propose aussi l'éloge de l'éducation lente, qui est un moyen d'entrer aussi dans cette réflexion à partir simplement de la question du temps. Hein. Dans la mesure où j'organise le temps de mon enfant à l'école ou justement dans son temps libre, je le dessaisis de sa compétence ou de sa faculté à gérer son propre temps. Hein. Et donc dès qu'effectivement il n'y a rien qui est organisé, je m'ennuie. Voilà. Hein. Voilà. Donc je vous recommande, parce que c'est le seul en plus livre en France, alors j'en parle aussi parce que je l'ai préfacé.
et je l'ai co-traduit, voilà. Mais c'est le seul sur le sujet en France, l'éducation lente. C'est 13,50, c'est pas moi qui fixe le prix, c'est les éditions Chroniques Sociales. Je voudrais vous proposer quand même qu'on revoie peut-être le Mister Ramèche, et peut-être que ça sera un petit peu plus clair ce qu'il dit, parce qu'il a dit beaucoup en peu de mots. Est-ce qu'on peut passer le Mister Ramèche? Et notamment, la question de la dame. Et notamment comment on en sort. Il en parle. Il est possible d'interagir un petit peu. Allez, une dernière. Excusez-moi, mais moi on m'a dit 7h45, j'arrête à 7h45. Si on me dit. Elle peut quand même prendre la remarque et puis le débat. En fait, là, c'est bon. En fait, c'est pas forcément pour obtenir une réponse. Je suis pas en quête nécessairement de réponse ou de. Il y a un débat, mais moi je voulais juste faire une petite réflexion. C'est que serait un monde sans peur? C'est la question que tu as posée, et en fait, il n'y a pas une réponse. Mais moi je fais une petite remarque. Il y a une ou plusieurs tribus en Amérique du Nord, qui s'appelle entre autres, je connais les Algonquins. C'est une tribu qui a été utilisée par les Américains pour les faire travailler sur les immeubles. Ils n'ont jamais peur de rien. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça serait un monde sans peur? Il faut regarder eux, comment ils ont vécu. Et je fais juste une petite réflexion, c'est comment ils ont fini. Et ça va nous interroger, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas peur? Et eux, ils n'ont vraiment pas peur. C'était très impressionnant. On les mettait sans sécurité au dernier étage d'un Empire State Building. Ils ne bougent pas un sourcil. Ils ne connaissent pas ça. Et c'est pas culturel. Hein. C'est une vraie construction. Il y a des initiations pour ça. Et juste une réflexion, c'est qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà. Non, c'est vraiment pas lié au vertige. Ils s'appellent des braves et je te garantis que ça craint pas. L'armée, par exemple, américaine, avec les Japonais, les ont utilisés. Les Japonais, ils n'ont rien compris. Hein. Pas peur, hein. Mais pas peur du tout. Hein. Donc,